commence à être violent avec moi, il a commencé à me frapper, j'ai encore les vidéos, j'ai les photos. Que moi je sois en danger, ça pose pas de problème, mais tu sais, il menace ma famille. En fait, je veux pas qu'à cause de moi, il y ait des choses qui se produisent. On comprend pourquoi ils t'ont marié de force, parce que de toute façon, tu valais rien et que t'étais une grande gueule. Des fois, moi personnellement, je sais que j'aimerais dire des choses, j'aimerais faire des signes d'SOS, mais dû à ma culture et mes origines, je n'ose pas. C'est là où le féminisme doit parler à toutes les cultures, parce qu'on ne peut pas se voiler la face sur le fait qu'une femme noire, une femme maghrébine, une femme latina va être beaucoup plus victime de sexisme qu'une femme blanche. Je suis une femme et j'ai envie de me battre pour mes droits dans la société, et peu importe où je me trouve, et ça va être mes sœurs qui vont dire mais en fait, en tant que noire, comment ça se fait que tu te bats pour l'égalité homme-femme, tu dois être une femme soumise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Deep. Aujourd'hui, on est encore une fois installés dans nos canapés. On est bientôt le 8 mars, donc c'est un épisode spécial qui va être dédié aux violences qui sont encore et toujours faites aux femmes. On va vous rappeler pourquoi c'est encore important de se battre contre ces discriminations et violences sexistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai avec moi 3 merveilleuses femmes qui vont pouvoir apporter leur témoignage. Donc j'ai juste à côté de moi Naomi. Bonjour. Comment tu vas, Naomi? Ça va très bien et toi? Ça va, Trop contente d'être là. À côté, en face, on a aussi Flavie. Comment tu vas, Flavie? Tu vas bien? Bonjour, oui, ça Flavie, va, ça faisait merci, 4 ans qu'on et ne toi? s'était pas vus. Ouais, ça faisait très très longtemps. Et des choses ont changé. On a l'impression de toujours se connaître parce qu'on se voit sur les réseaux. Mais finalement, il y a du temps qui passe. On s'est vus avant le Covid. Ouais. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça va. Ouais, on essaye, on tient Merci le coup. beaucoup d'être venue en tout cas. Merci à toi de m'avoir invitée, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Du coup, juste à côté, on a Afshan qui est venue exprès de Lyon pour Et nous, oui, là, qui est venue dans le froid parisien. c'est ça. J'étais contente ce matin, il faisait bon à Lyon et j'ai dit ah trop cool, je peux mettre un pull en moins et en fait arrivé à Paris j'ai dit ah non j'aurais dû mettre un pull en plus. Ça aurait dû mettre un pull en plus. Comment tu vas? Ça va très bien, merci de m'avoir invitée, ça fait vraiment plaisir Merci. de vous rencontrer et puis d'être là dans ton émission qui va je pense parler de choses très importantes et c'est le moment je pense de pas il faut continuer à parler de ces sujets-là parce que on en parle beaucoup, mais comme on dit, jamais assez. Très bien. Faut jamais oublier, c'est un peu notre devoir de mémoire, un peu de continuer. Nous, on est des personnalités un peu sur les réseaux, en tout cas, on a décidé de parler sur Internet. Je pense que c'est bien qu'on puisse prendre la parole pour d'autres femmes qui n'y arrivent pas, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de parler quand il peut nous arriver de certains trucs. Donc merci beaucoup, parce que c'est pas l'épisode le plus facile sur lequel je vous ai invité, où on va parler de choses un petit peu personnelles. Du coup, on va commencer par une première partie de vidéo où vous allez tout un peu témoigner de ce que vous avez pu vivre. Donc on va tout discuter, on va vraiment se raconter un peu, là c'est le petit instant confession. Je sais qu'on est toutes les 4 ultra bienveillantes, donc ça va être super cool. Et on va commencer par Nao. Toi, Nao. Les mouchoirs ou pas? J'ai pas j'ai pas fini le mouchoir, moi. Non, pas de mouchoir, Il y a la séquence émotion. Après, puis on fera un petit clin d'œil à Kimi qui nous ramène un petit mouchoir. Ah, moi, il faut un petit Kimi, mon mouchoir à assistante de côté, prod. parce que, Toi, Naomi, sur les réseaux, t'es un petit soleil, t'es un rayon qui apporte sa good vibes. Tu parles pas du tout de ce genre de choses. Tu parles un peu de ton copain actuel, etc. Mais tu parles pas beaucoup de ta vie privée. Mais du coup, j'ai cru comprendre qu'il t'était arrivé quelques petites mésaventures. Exactement. Et c'est intéressant en fait de voir des personnes qui n'en parlent pas forcément, qui ne laissent rien paraître en fait finalement, on n'aurait pas cru, mais C'est ça. derrière ces sourires, des fois il y a des petites histoires. Et du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Des petites histoires et beaucoup de choses. Moi, je suis sortie, en fait, j'ai eu de la violence psychologique avec une première personne et de la violence physique avec une deuxième personne. Par rapport à la première personne, c'était, j'étais au lycée, je sortais avec quelqu'un, c'était un pervers narcissique. Sauf que je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. On a beaucoup entendu, mais on ne sait pas trop. Exactement. Ça se trouve, il y a même des personnes qui l'ont vécu de vivre avec un pervers narcissique, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas c'est quoi les facteurs. Et en fait, j'étais avec cette personne-là. Il faut savoir qu'à l'époque du lycée, il y avait 2-3 garçons qui ont inventé des rumeurs sur moi. Et qui ont dit que j'étais pas forcément une fille très bien alors que j'étais toute kiki dans ma chambre, je regardais Hannah Montana même au lycée, donc j'étais bien, donc je comprenais pas trop et puis j'osais pas forcément, j'avais cette peur là de parler, de vexer les gens, d'ouvrir
Ta bouche. d'ouvrir C'est quoi, je ma voulais bouche. Et du coup, je suis sortie avec cette personne-là. Et en fait, il faut savoir que petit à petit, ça a commencé par des violences déjà verbales. T'es grosse, t'es moche. Parce qu'à l'époque, il manquait 2 dents parce que j'ai fait une opération. Et en fait, ils ont dû me retirer 2 dents qui ne poussaient pas depuis 5 ans. D'ailleurs, là, je les ai. Donc ça, c'est plutôt cool. Gardez votre appareil dentaire. Et aussi, donc, ça a commencé, t'es grosse, t'es moche. Et en fait, il faut savoir que ce garçon-là était dans mon lycée. Et il faut savoir que, chose que je ne savais pas, c'est que derrière mon dos, il disait à tout le monde que j'étais une fille facile, que j'habitais dans un HLM, donc j'étais une clocharde. Et devant moi, il faisait croire que, en gros, les gens s'adoucissaient grâce à lui. Parce qu'il me valorisait alors qu'il faisait tout le contraire. Donc ça a commencé psychologiquement comme ça, petit à petit. Après, ça a commencé, après c'est un peu plus profond, où il me trompait. Et moi, je le voyais, mais je disais rien parce que j'avais tellement peur de lui. J'étais sous son emprise. Et il faut savoir que ce garçon-là, il a commencé à être violent parce qu'il a des troubles, il a des troubles du comportement que je ne savais pas. C'est-à-dire que ça a commencé une fois en me lançant une assiette dessus. Je me rappelle, alors ça, c'était mythique parce que c'est dans son garage et il m'a lancé une assiette dessus. L'assiette, elle s'est brisée en 2. Il a repris ce bout-là, il me l'a lancé et moi pour intercepter, et je ne sais pas si ça se voit encore, en fait, ici, avant, j'avais une petite cicatrice parce qu'en fait, toute ma peau ressortait. On voyait tout, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, en fait, ce garçon-là, petit à petit, il a commencé à être violent avec moi. Il a commencé à me frapper. J'ai encore les vidéos, j'ai les photos, je pourrais te les envoyer. Et en fait, j'avais peur de lui. J'ai dû d'ailleurs arrêter d'aller à l'école parce que il avait lancé des rumeurs sur moi. Et ça, je l'ai su à ce moment-là. Et j'avais tellement peur, du coup, que même maintenant, encore actuellement, quand quelqu'un me fait un truc comme ça ou lève un peu précipitamment la main, fille ou garçon confondu, ça me fait... Les gens ils me disent pourquoi tu fais ça, mais c'est tellement j'avais l'habitude en fait qu'il me frappait tout le temps, que maintenant j'ai cette peur des mouvements brusques ou quoi que ce soit, et ça m'a un peu, même à l'heure actuelle, ça m'arrive d'y penser encore parce qu'il faut savoir que ce garçon-là m'harcèle encore. C'était en 2017. Petit clin d'œil à ton histoire qui va arriver. C'était en 2017, il faut savoir qu'il crée des faux comptes, il essaye de briser ma relation avec mon copain actuel, il est vraiment intrusif, il est vraiment trop investi, il laisse des commentaires méchants sous mes publications, il révèle les plus grands secrets que je lui ai révélés sous mes publications. Et ça, j'en ai vraiment jamais parlé parce que pour moi, je lui donnais pas de crédit et je voulais tout simplement, en fait, supprimer à chaque fois qu'il mettait un truc comme ça. Mais moi, ça me peine encore actuellement et ça me fait mal parce que déjà, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du mal psychologique, tu m'as fait du mal physique. Comment tu peux continuer en fait à faire ce genre de choses-là ? Il continue encore aujourd'hui, à l'heure actuelle Il continue encore à l'aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant. Puisque mon copain actuel lui a envoyé une petite vidéo en mode hey, c'est ma meuf, donc laisse ça tranquille. Mais il continue encore maintenant. Et en fait, juste après cette relation-là, j'ai eu un ex avec qui je suis restée 5 ans. Et lui, c'était vraiment par contre de la violence psychologique pure et dure. Comme tous les jours, je suis une incapable. Tous les jours, je ne sais pas faire les choses. Il me motivait jamais. Dans ses propos, c'était oui, mais regarde telle fille, elle est intelligente, elle fait des grandes études. Toi, regarde, tu veux lancer ta société, tu seras jamais capable, tu n'as pas fait les études. C'était vraiment de la violence psychologique pure et dure. Et en fait, quand on est dans cette entreprise-là où la personne, on l'aime, cette personne-là, on a l'impression qu'on voit pas notre vie avec quelqu'un d'autre et on est vraiment... en fait, on ne sait plus trop quoi faire. On a peur de partir, mais on a peur de rester. Du coup, en fait, on se tait, on ne dit rien. Et moi, pendant 5 ans de ma vie, j'ai rien dit et j'ai été détruite. Je me suis laissée aller physiquement, je me suis laissée aller mentalement. Et en fait, tout ce qui me disait, les choses néfastes qu'il me disait, j'y croyais. Et c'est le reflet que j'avais de moi dans le miroir. Et quand j'ai arrêté de sortir avec lui, que j'ai trouvé quelqu'un qui me respecte, qui me met en valeur, que tu connais, du coup. Oui, je connais. C'est ma copine, du coup. Je suis devenue une toute autre personne et je pense qu'il est important aussi qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'en fonction de ces fréquentations des personnes avec qui elles sortent, ça change totalement leur personnalité, ça change totalement leur façon de voir les choses ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai pu aussi m'en sortir parce que j'en ai parlé. J'en ai parlé à ma petite mamounette, merci mamounette. J'en ai parlé à ma mamounette et la chose que je peux conseiller à tes téléspectateurs, c'est que si vous êtes dans la même situation que moi, où vous avez l'impression que vous êtes dans l'emprise, vous avez l'impression que vous n'êtes pas vous-même, ou vous forcez à faire des choses pour cette personne-là, ou vous forcez à faire des choses pour pas qu'il soit déçu ou pour pas qu'il vous tape tout simplement, parlez-en, ça va être compliqué, mais une fois qu'il sera parti, votre vie, vous allez commencer à faire la fiesta, vous allez être vraiment très, 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 très satisfaite de votre vie. Et du coup, voilà. Et tu en as parlé, excuse-moi, dès le début pour les deux ou t'as attendu ? Pour la première personne, j'en ai jamais parlé. Parce que j'avais 17 ans, je savais pas trop déjà
avoir un petit copain à 17 ans, Ouais. c'était un peu compliqué. Moi qui viens d'une famille un peu, voilà, qui... Oui. Ça, un peu plus conservatrice. Ouais, voilà, exactement. Pour la deuxième personne, en fait, c'est ma mère elle-même qui a commencé à me poser des questions et suite à ça, je lui en ai parlé. Elle le voyait que, par exemple, c'est venu à un point où, par exemple, quand elle venait chez moi, je disais à ma mère qui est une femme maghrébine, qui est très ouverte d'esprit, qui, voilà, elle est très ouverte d'esprit. Et en fait, je lui empêchais de dire certaines choses, d'agir de certaines façons, parce que j'avais peur que lui, ça ne lui plaise pas, j'avais peur que lui, il n'allait pas être content et qu'il allait faire une réflexion à ma mère. Et à ce moment-là, il était vraiment sous mon emprise et j'étais incapable de dire quelque chose, tu vois. D'accord. Et du coup, elle a commencé à m'en parler. Petit à petit, j'ai fait l'aveugle, parce que j'y croyais pas, je voulais T'as mis pas... combien de Elle temps, le du coup, connaissait, Elle le le connaissait parce connaissait qu'il venait chez moi, ouais, on Oui, devait se voilà, marier et tout. Et il se comportait comment quand vous étiez, tu vois, en sa présence, en Alors- la présence de ta maman? Alors justement, comment il se comportait, Tu c'est parles que du premier et peut-être après, peut-être le deuxième, tu pourrais... le premier, elle l'a pas vraiment vu parce l'a que pas c'était au vraiment vu, lycée, ouais. Mais le Ok, deuxième, elle le l'a vu deuxième. assez souvent. Mais comment te dire que quand il venait à la maison, il allait direct dans la chambre. Ah ouais, donc même pas de relation. Pas de relation. Franchement, il y a le contraste entre mon copain Alors, actuel, ça a il est duré comme ça avec ma mère. 5 ans, c'est ça? Ça a duré Et 5 ouais, ans, je veux c'est dire, ça. 5 ans, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. dans une C'est relation juste comme ça. énorme. Mais après, pour moi, c'est une libération et ça m'a permis aussi d'apprendre de la relation et de Ouais. plus me laisser faire. Et c'est pour Oui, ça, je pense bien que ça sûr. se passe bien avec mon copain actuel parce Bah, bien qu'on est sûr. sur la même longueur d'onde et il sait tout ce qui s'est passé. Donc j'ai pu me libérer et être maintenant heureuse. Mais est-ce que tu penses aussi est-ce qu'il y a un lien, tu crois que, parce qu'on entend souvent ce genre de choses, tu as vécu une première expérience de violence et du coup comme si le premier t'avait conditionné à ouais. accepter cette deuxième relation, est-ce que tu penses qu'il y a un pont qui se fait? Ah oui, totalement. Pour moi, c'est lié parce que au-delà des relations que j'ai pu avoir du coup avec ces deux personnes-là, ça a aussi impacté dans ma vie de tous les jours, professionnelle, personnelle. C'est-à-dire que même à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais plus, c'est beaucoup moins qu'avant, mais j'ai peur de dire des choses, j'ai peur des fois de donner des conseils, j'ai peur d'être moi-même à 100% parce que j'ai peur que... En gros, en fait, vu que j'avais peur déjà avec eux que leur ressenti et ce qu'ils allaient dire, bah maintenant ça m'impacte aussi dans la vie de tous les jours, beaucoup moins qu'avant, mais c'est encore présent. Ouais, c'est normal, c'est une Donc, guérison, après c'est quand même assez récent pour ce genre d'événement, c'est quand Oui. même assez récent. Je pense que tu es sur la très bonne voie. Moi, J'espère. je te connais depuis un peu plus d'un an maintenant. Un Et an je et trouve que quelques. déjà, il y a eu une belle évolution, tu vois. C'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est fou qu'en fait, même nos relations amoureuses qui sont censées être intimes qu'à deux, ça impacte toutes nos vies et nos vies avec aussi C'est les ça. autres. Et où je te voyais te rabaisser parfois et tout, etc. On en avait parlé, tu te rappelles, dans l'avion. Et alors que c'est une fille incroyable, genre c'est une femme incroyable. Genre regarde, son copain il lui a dit ouais, t'arriveras pas à monter une société et tout. Regardez madame où elle en est. Tu vois, t'avais parlé de Ouais. mouchoirs, on va parler de mouchoirs. Ah, je t'ai dit, faut les sortir. Il faut des mouchoirs. Mais non, franchement, c'est une femme incroyable qui a lancé sa marque de vêtements, sa marque de bijoux. Donc en vrai, c'est bien parce que je trouve que il y a un message d'espoir derrière Oui, tout bah ça, tu oui. vois, de se dire en fait, tu peux vivre tout ça. Et même si au début tu penses que c'est l'engrenage parce que tu as une première relation comme ça, une deuxième relation pareille, où il y a des personnes qui peuvent se dire ok, mais si c'est une, deux, est-ce que ça va toujours continuer comme ça? Là, tu as trouvé un copain incroyable, tu as une carrière incroyable, donc c'est. C'est toi qui m'as aidé à changer. Vraiment. Je suis désolée, hein, mais Non, Mais c'est normal. T'inquiète, c'est bien, ça c'est sort. vraiment elle qui m'a, sans s'en rendre compte, qui m'a vraiment aidé à changer parce que elle a su me dire ce que les gens n'ont jamais pensé à me dire. Elle a su m'ouvrir les yeux sur plein de trucs. Et maintenant, je peux vivre ma vie. Je suis grave heureuse et je suis tellement reconnaissante de l'avoir rencontrée parce que vraiment, ces mots, pourtant, on se connaissait pas trop à ce moment-là. Et ces mots, ils m'ont tellement impactée, ils m'ont tellement touchée que je suis plus du tout la même qu'il y a un an. Et je pense que même elle peut le voir et juste merci pour ça. Parce que je t'aime trop, merci pour ça. Tu prends une petite Vraiment. pause? Non, On peut prendre une petite pause. Bon, finalement, la petite avait raison. Je crois qu'il nous fallait un petit peu de mouchoir. Je vous dis, l'expérience, je connais. L'expérience, parce que Toujours la boîte de mouchoirs au milieu, là. je ne m'attendais pas à cette déclaration d'amitié. Mais ouais, c'est vraiment une très belle rencontre. Et c'est pour ça que j'étais trop fière de l'inviter aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est un très très bon exemple de tout ce qui peut se passer. Et on est beaucoup à vivre ce genre de choses et à pas en parler parce que toi, tu as eu la présence d'esprit d'en parler à ta maman. Mais des fois, on a honte de soi-même, ou alors on se met des œillères, on ne se rend pas compte et on ne veut pas que les gens se rendent compte que la personne qu'on aime est mauvaise, etc. Donc déjà, bravo. Et je pense que ça Merci. envoie un bon message. Et ça fait vachement écho du coup à l'histoire de Flavie, où toi, tu as pu me raconter un peu pareil, où c'est un ex-conjoint qui continue à t'harceler en fait sur les réseaux ou dans ta vie de tous les jours. Exactement.
et où la police ne fait strictement rien. C'est un peu des schémas qui se répètent, qu'on réentend en boucle, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui, j'ai l'impression que Twitter, c'est devenu nos nouveaux tribunaux pour faire entendre les histoires de violences conjugales. Donc dis-moi tout, je sais que ça tenait à cœur de venir en parler sur ce plateau. Du coup, je suis honorée de te donner la parole pour que tu nous racontes ton témoignage. Alors déjà, merci à toi de me recevoir. Et je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous, d'entendre vos histoires, parce que moi, je ne les connais pas. Effectivement, je me fais harceler par mon ex, c'est, on va dire, récent. Je pensais que ça m'arriverait pas. En fait, je pensais pas que ça pourrait m'arriver. Je le voyais dans les films, je le voyais sur les réseaux, je le voyais partout. Et à vrai dire, je pensais que se faire cyberharceler, c'était pas si horrible que ça, en fait. Je minimisais pas ce que les femmes ressentaient, mais je me disais, bon, tu bloques et c'est fini, et puis tu t'en fous. Et en fait, non, c'est vraiment, c'est dur psychologiquement et en fait, on en vient à des pensées vraiment très dures. Et ce qui se passe, c'est que moi, c'est mon tout premier copain qui m'harcèle. J'avais 18 ans à peu près quand j'ai commencé à sortir avec lui en 2012. Pour résumer notre histoire, c'était le cousin en deuxième degré d'une amie. Et on m'avait prévenu, c'est pas quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de déscolarisé, quelqu'un qui allait pas à l'école, qui avait pas trop d'avenir. Et moi, je m'intéressais pas à tout ça. Moi, j'étais un peu dans les nuages. Je me suis dit, on regarde pas ce que fait le métier, on regarde pas ce que fait l'homme. Si on a l'amour, on peut vivre. T'étais dans la bienveillance, voilà, pas de jugement. Mon père pourtant m'avait dit, écoute Flavie, tu vas faire des grandes études, tu peux pas. Je lui avais tout de suite dit, en fait, tu peux pas être avec n'importe qui. Je lui avais dit non, écoute, c'est quelqu'un de bien, c'est pas grave, donc on se met ensemble. La première année se passe très mal, c'est quelqu'un qui me donne pas de nouvelles, que je vois jamais, qui me ment, qui parle à plusieurs femmes, et en fait je me rends compte qu'il se fout de ma gueule, donc je veux mettre fin à l'histoire, et il m'empêche de mettre fin à l'histoire. Du coup, on poursuit, j'accepte, et on poursuit la relation, et il change complètement de visage. Je vois que c'est un homme qui est attachant, qui est aimant, qui rigole, mais il y a des petits trucs qui changent. Il est jaloux. Dès qu'il voit un homme qui me regarde, c'est de ma faute. Si je vais en soirée, je suis une pute. Si on m'attouche dans le métro, parce qu'il y avait à ce moment-là beaucoup de frotteurs dans le train, etc., c'est aussi ma faute. Mais je ne voyais pas les signaux à ce moment-là, en fait. Et quand il te disait que c'était de ta faute, tu le croyais ou tu... Non, en fait, j'avais quand même cette lucidité de dire que c'était pas ma faute, mais je me sentais coupable parce que lui se sentait mal. Tu te faisais culpabiliser. C'est ça. Et donc, c'était des hauts, des bas, et au final, notre histoire se finit vraiment très mal à cause de cette espèce de jalousie et en plus, de jalousie dans ce sens-là, mais aussi de jalousie dans ma vie. Parce qu'il me disait, mais toi, regarde, tu réussis tout dans ta vie, alors que moi, j'ai des soucis de santé, je suis malade, j'avais perdu ma mère récemment, j'ai une maladie génétique qui m'handicape au quotidien. Et lui, c'est vrai c'était compliqué, il avait une famille qui s'occupait pas trop de lui, il n'allait pas à l'école, etc. Donc, il avait des difficultés, mais moi aussi, j'en chacun avais. sa part de problème. C'est ça, c'est juste que je me battais pour réussir. Et en fait, elle me disait, oui, toi, tu réussis tout, donc je suis jaloux de toi. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose de malsain derrière cette histoire. Et puis, la maladie commençait à progresser, on découvrait d'autres maladies au fur et à mesure. Et je me suis dit qu'il ne m'apporterait rien, en fait. Cette personne ne m'apporterait rien. Surtout que je ne sais même pas comment je faisais à l'époque, j'étais étudiante. Et je lui achetais des téléphones, je dépensais énormément d'argent. Je sais pas, je crois que j'avais la bourse ou je me rappelle même plus comment j'arrivais à lui acheter des choses comme ça. Je faisais les courses pour chez lui. Donc c'était pas donnant-donnant. En fait, non, jamais. Même pour mon anniversaire, c'est moi qui payais le cinéma. Donc vraiment, je donnais tout pour lui. À un moment donné, j'ai mis vraiment un terme à l'histoire, mais d'une manière violente. En fait, ça s'est très mal fini. En fait, il pensait que tu étais sa maman. Je pense que c'est ça. Je pense que j'ai vraiment eu un rôle maternel envers lui. Et j'en ai eu marre. J'en ai vraiment eu marre. Le temps est passé, on ne s'est plus jamais parlé. Et arrive 2022. 2022, où il m'envoie un message sur Facebook en me disant que
il était heureux parce que grâce à lui, il avait aujourd'hui une vie, grâce à moi, pardon, il avait une vie correcte. Parce que pendant qu'on était ensemble, en fait, je l'ai poussé à aller à l'école, à trouver un CAP, il a réussi à faire un métier, maintenant il vit au Canada, il est super heureux, il vit bien, etc. Il me remercie. Et moi, je pense que c'est vrai, donc je lui dis, écoute, je suis vraiment désolée pour comment ça s'est fini, tout ça. On discute, et plus on discute, plus je comprends qu'en fait, ses motivations, c'était pas de me remercier, mais c'était autre chose. Il voulait aller plus loin. Et là, il me parle, il me dit, oui, de toute façon, toi, tu as toujours aimé que les hommes noirs, tu n'en as rien à foutre de moi, tu n'en as jamais rien à foutre. C'est pas un homme noir, non, c'était un homme mauricien réunionnais. Et donc ça a toujours posé un problème parce qu'il disait, toi, tu veux toujours finir avec un noir. Donc il commence à me parler de choses comme ça, il commence à me parler de mon intimité, il commence à me parler de choses que j'avais pas envie d'entendre. Tu sais, quand j'étais avec toi, j'ai fait ci, ça. Et je lui dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi on parle de ça. Donc très vite, j'ai compris qu'il ne voulait pas revenir pour ça, pour me remercier de tout ça. Donc j'ai stoppé, j'ai dit, écoute, c'est pas pour ça que tu reviens pas pour me remercier, j'ai l'impression que tu reviens pour autre chose. On arrête de se parler, puis il revient une nouvelle fois en s'excusant, en disant, écoute, non, j'ai vraiment envie que tu refasses partie de ma vie, on s'entend bien, vraiment, j'ai grimpé, si tu m'avais pas aidé, j'en serais pas là. Et pareil, il réinsiste, ma mère, elle pense à toi, rappelle-toi de ci, de ça, et je comprends vraiment que il y a un truc qui cloche, que voilà, il n'est pas là pour ça. Il me dit oui, qu'il a une copine, et après il me dit oui, regarde, je l'ai foutu à la porte pour toi parce qu'elle t'a supprimé de mes amis Facebook. Il n'arrive pas à couper le cordon. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, un jour, il me dit ouais, t'inquiète, j'ai été hospitalisée. Il me dit oui, je suis toujours là pour toi, t'inquiète, etc. Il a remonté mon fil Facebook jusqu'en 2013. Ou 2012, il a dit quand on était ensemble, il y a tel homme qui a liké ce commentaire. Ça veut dire que tu l'aimais, hein, cet homme, machin. Et en fait, il a toujours été persuadé que je l'avais trompé avec une personne en particulier. Donc, il est parti remonter des commentaires de cette personne et je lui dis, mais en fait, tu délires. Il ne s'est jamais rien passé avec cette personne. Je te l'ai déjà dit et de toute façon, c'est terminé. Moi, je veux en terminer avec cette histoire, ça ne sert à rien d'y revenir. Et donc, quand il m'a dit oui, je serai toujours là pour toi, je lui ai dit, écoute, c'est terminé, notre histoire, elle est finie. On n'en parle plus et je ne veux plus jamais parler. Je ne veux plus jamais parler avec toi. Et en fait, ça a été vraiment l'élément déclencheur de ce que j'appelle le début de mon enfer. Donc, il m'a dit, mais toi, tout ce que tu voulais, en fait, depuis le début, c'était qu'on se dise nos excuses et ne plus jamais m'avoir dans ta vie. T'en as rien à foutre de moi. T'es vraiment une mauvaise femme, je regrette de t'avoir eu dans ma vie. T'es la pire femme qui puisse arriver à un homme. Donc au début, je me dis, c'est des insultes, c'est pas grave. Les mois passent, il me dit, je te déteste, tu me dégoûtes, tout ce qui est devenu me dégoûte. Tu es là sur Internet, tu viens pleurnicher, mais les gens ne te connaissent pas vraiment. T'as qu'à afficher tout ce que je t'envoie, j'en ai rien à foutre. Tout le monde n'a qu'à découvrir qui je suis. Et là, il avait commencé à faire des faux comptes déjà Non, pour l'instant, c'était avec son compte Instagram. Et là, sur Facebook, il me recontacte. Et là, il m'envoie je suis partie dans une église et j'ai prié pour que toute ta famille meure et surveille ton petit frère, donc mon petit dernier, parce qu'il sait que c'était le préféré à l'époque, parce qu'il va lui arriver des malheurs. Donc là, je commence à prendre au sérieux ce qui se passe. Je vais à la police. À la police, on me dit non, ça peut pas être une main, une plainte, c'est juste une main courante. Parce qu'on peut pas porter plainte pour des menaces. Voilà. Il faut qu'il se passe quelque chose avant de... Exactement. Ouais. Donc, je fais ma main courante. Je commence à avoir peur, mais je me dis bon, il est au Canada, c'est pas très grave. Voilà. Et puis en fait, au mois de juin 2023, donc ça avait commencé septembre 2022. Et au mois d'avril, je reçois les menaces qu'il a prises dans l'église. Au mois de juin, je reçois un long message, sale pute, négresse de merde. Des insultes en fait infâmes. Va te suicider. T'as énervé la mauvaise personne. Et en gros, il me disait que il ferait, toute sa vie, ça serait de me punir pour tout ce que je lui ai fait, pour tout le mal que je lui ai fait. Alors que le seul mal que tu lui as fait finalement, c'est de refuser d'être avec lui et de faire ta vie comme bon te semble, quoi. Exactement. Ce qui est dans ton droit. Hein. Ce qui est totalement dans ton droit. Et donc ça a été des messages d'insultes tous les jours. Je bloquais un compte, il en faisait un autre. Il a dit j'en créerai 1000. Et il en a créé.
Il en a créé. J'en pouvais plus. Vraiment tous les jours. J'ouvrais même pas les messages parce que c'était vraiment abominable. Il insultait ma mère qui est décédée. Et il me disait des choses, mais atroces. Du coup, je suis partie une première fois avec ces messages à la police qui m'a dit, écoutez, on prend une plainte, mais il est à l'étranger, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Je dépose une plainte sur Pharos, c'est un site en ligne qui permet de dénoncer le cyberharcèlement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez dénoncer le cyberharcèlement sur Pharos. Il faut les liens, il ne faut pas de capture d'écran, il faut le lien de la conversation. Et du coup, vous dénoncez le cyberharcèlement avec le lien de la capture d'écran. Du coup, je dénonce sur Pharos, j'attends, ça passe toujours pas. Et il recommence. En fait, il fait une pause, il recommence. Il renvoie des messages, il crée des comptes sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et là, la police me dit, vous n'avez plus le choix, il faut disparaître des réseaux. Donc je disparais. Je me connecte plus sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur TikTok. Je disparais à un moment en me disant que ça va le calmer. Et en fait, je pète les plombs. C'est ça. Je pète les plombs parce que je me dis, mais en fait, c'est pas à moi de disparaître, je suis la victime. Je suis la victime. Personne n'agit. Il est au Canada, on me dit que c'est pas possible. La plateforme Pharos, pas de nouvelles. La police, pas de nouvelles. Qu'est-ce que je fais? Je continue mon été et là, il a trouvé le numéro de téléphone du travail de mon père. Et il a appelé, il a laissé un long message en m'insultant et en menaçant de me tuer. Donc là, ça a été trop. Donc je suis retournée à la police et là, j'aurais dit, j'en peux plus. Là, il a l'adresse du travail de mon père. Qu'est-ce qu'on fait? Et la policière me dit, mais on peut rien faire. Là, la plainte n'aboutit toujours pas. J'ai dit, mais je veux bien qu'il soit à l'étranger, mais en fait, ça peut pas être impuni. Oui, il a une nationalité française, en plus, il est arrivé en France. J'ai son adresse, j'ai son nom, j'ai tout. Au final, il a su par la plateforme Pharos que j'avais déposé une plainte. Donc sur Instagram, ça s'était calmé. Et là, il a eu mon numéro de téléphone. Donc il m'appelle. Il me laisse des messages violents. Et il m'insulte. Donc je retourne à la police, changer le numéro de téléphone. C'est toujours à toi de faire quelque chose. C'est ça. Donc au bout de ma vie, je sais plus quoi faire. Je me dis, ma famille est en danger. Au début, je me dis, il est au Canada, etc. Et en fait, là récemment, et c'est quand j'ai pris contact avec toi, c'est qu'il a atterri en France. Et la première chose qu'il a fait, c'est de m'appeler et de me dire, ça y est, je suis en France, t'inquiète pas, je t'oublie pas. Je vais te défoncer, je vais te tuer, t'inquiète pas, en gros, je suis là. Et il a envoyé une lettre au cabinet de mon père. Vous ne devinerez jamais ce qu'il y a dedans. Du caca. Mais ça va pas ou quoi? Non. Mais comment tu peux être fou à ce point-là pour pouvoir déjà te traquer de cette manière-là, mais en plus de ça, de te pourrir ta vie? Parce qu'au final, toi, tu lui as apporté des bonnes choses. Et peut-être qu'il n'accepte pas le fait que toi, tu es une femme indépendante, que tu es une femme, voilà, tu es capable de faire plein de choses et que lui, non. En fait, au final, sans que tu sois là, je pense qu'il est perdu et tu vois, il est... C'est quelqu'un d'obsessionnel, en fait. Enfin, peu importe, c'est qu'il n'y a pas à avoir un comportement comme ça. Non, mais c'est peu pathologique. Qu'il soit déçu ou pas déçu dans son ego ou pas, il n'y a pas à rentrer dans le bien-être de la tranquillité de la personne, quoi. Là, il t'a complètement pris ton esprit, tu vois. En fait, c'est par égoïsme. Comme tu n'as pas choisi le chemin de vie qu'il voulait t'imposer, qui était un chemin de vie à deux, par pur égoïsme, c'est écoute, si tu ne choisis pas mon mode de jeu, tu vas pas jouer. Et du coup, je vais te pourrir la vie. Et puis, elle serait pas forcément heureuse, même elle a aucune garantie que si en reprenant avec lui. Non, mais ce serait encore pire. Tu vois, on n'en sait rien. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où elle te dit non, stop, passe à autre chose. Mais c'est vraiment cette notion de narcissisme, en fait, qu'il a envers lui-même. Parce que c'est vraiment que son avis à lui, que son chemin de vie à lui. Et toi, à partir du moment où tu as donné juste ton avis de on va rompre, c'est dur les ruptures, ok, mais pas à ce point-là. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est obsessionnel. Et en fait, même, tu vois, quand c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'aurais dû, tu vois, mais quand je t'ai appelé, j'ai oublié de lui envoyer un message en disant c'est Mélissa.
Du coup, elle m'a pas répondu. Je me bloque, réponds pas, ouais, je tu peux vois. plus. Et c'est après où je me suis dit, ah oui, attends, faut que je lui envoie un message pour lui dire c'est Mélissa en amont. Parce que c'est-à-dire que en fait, ça te bloque dans ta vie du quotidien, quoi. De ne pas pouvoir répondre à des appels quand t'as pas le numéro. Imaginons, tu recherches un emploi ou tu as une opportunité de je ne sais quoi, ou même, je sais pas, ton frère il change de numéro, il doit t'appeler avec le numéro de quelqu'un d'autre. Ouais. Quoi. En fait, je pense que là, c'est une charge mentale H24 que tu dois avoir. Et moi, ce qui me sidère, c'est que la police Ne fasse rien. Et c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire. On a entendu l'influenceuse Too Much Lucille qui a fait à peu près, le même parcours avec un harceleur qui la harcèle depuis des années, qui l'a menacé aussi de mort et tout. Et la seule réponse que la police a systématiquement, c'est disparaissez. Ouais, c'est ça. Faites-vous petit, disparaissez. En fait, j'ai l'impression que la police, elle attend qu'il se passe quelque chose. Une fois que l'acte est passé et qu'il se passe quelque chose, là, ils prennent la plainte en compte et après, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais la justice française, je trouve qu'elle est tellement mal faite. Ouais, juridiquement, ils n'ont pas le droit de prendre une plainte avant que des choses, qu'il y ait des faits. Ah, mais s'il y a des Donc, preuves, vocaux, il tu vois. faudrait carrément une réforme. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas le droit de passer. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est que c'est pas dans la politique de passer un coup de fil à l'harceleur, parce que ça prendrait 2 secondes. Hein. T'appelles, tu dis bonjour, c'est la police nationale de Paris, nanana, vous allez vous calmer parce que. Mais en fait, même ça, ils peuvent pas le faire tant qu'il n'y a pas La réforme. voilà. Et c'est là où, en fait, mais s'il y avait juste ça, il y a énormément d'harceleurs qui s'arrêteraient. Parce qu'en fait, ces gens-là, il leur faut juste des coups de pression. Tant qu'ils voient que la nana, elle est seule, qu'elle a, entre guillemets, elle a pas. C'est la cible facile, en fait. C'est la cible facile, elle est entre guillemets fragile, hein, excuse-moi du terme, mais fragile. Ils se disent, bah tranquille, moi je continue mon truc. Mais du moment qu'ils ont un gros coup de pression, là ils se calment un peu. Il suffirait de simples coups de fil comme ça, quoi. Mais ton papa, du coup, il est au courant de cette histoire? Oui, en fait, du coup, au début, j'osais pas, j'avais honte. En fait, je me suis dit, mais j'ai ramené cette merde à la maison, je l'ai présentée à mon père. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh là là. Et en fait, c'est malheureux parce que mon père, comme un homme, en fait, je le blâme pas, hein, mais la première chose qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ouais, mais c'est Voilà. Donc il a un peu encouragé déjà ce mécanisme de culpabilisation qu'il avait commencé à te faire ton ex. Exactement. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ouais. Et après, il a dit non, mais de toute façon, même si tu lui as fait quelque chose, ça ne mérite pas tout ça. Mais il a tout de suite eu qu'est-ce que tu lui as fait? Et après, il a dit non, mais je l'ai dit comme ça, mais c'est tout de suite ce truc de s'il a réagi comme ça, c'est que tu lui as fait quelque chose. Mais non, on ne réagit pas comme ça. Je veux dire, il y a même une pire insulte, on n'harcèle pas les gens. Je veux dire, ok, le premier message, la menace de mort pour me faire peur, à la limite, tu ne m'harcèles pas chez moi. Non, mais c'est un peu un automatisme que les gens ont. C'est un peu pareil, tu vois, quand une femme va dire j'ai été violée, t'es habillée comment? Qu'est-ce que là, je me fais harceler, qu'est-ce que tu as fait? Il y a toujours ce mécanisme de rendre coupable la victime par un comportement qu'elle aurait eu, supposé eu, alors qu'en fait, finalement, on devrait juste se concentrer sur ce que fait l'agresseur, sur ce que fait le coupable des faits relatés. Mais en fait, on est toujours mais est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour que ce soit évité, machin? Mais avec des si, on refait le monde, en fait. Avec des si, on aurait tous pas rencontré quelqu'un, on aurait tous pas mangé un truc qui nous aurait fait une intoxication alimentaire, pas machin, pas truc. Pour tout, on refait le monde. Mais là, ça, c'est par importance de s'attarder là-dessus. En fait, c'est un mécanisme psychologique dans le sens où l'humain a toujours besoin, à chaque fois qu'il y a conflit ou conséquence, il a toujours besoin de savoir la source. Ouais. Tu vois? Et effectivement, il y a quand même des limites. Quand il y a victime et bourreau, ça va 2 secondes la source. Là, on peut se concentrer sur les conséquences, s'il vous plaît. Ouais. Donc en fait, c'est un mécanisme psychologique. C'est que quand par exemple, tu es en embrouille avec ton gars ou tu as un conflit avec quelqu'un, tu as le conflit, il est là, tu as envie de le boxer, tu gueules avec lui, puis tu te dis... Le psychologique, c'est ok, on se pose, on dit d'où est-ce que ça vient? Parce qu'on ne veut pas réitérer pour dire, on va aller taper la source, dire ok, on va corriger la source pour que ça ne se reproduise plus. Mais je trouve que ce mécanisme, effectivement, on l'a je pense qu'on peut garder ce mécanisme-là à chercher la source, mais en fait, c'est qu'on cherche la source au mauvais endroit. Mais c'est ça, c'est qu'il y a plus de limite, en fait. C'est ça, c'est que la source, tu vois, il y a, comme s'il y avait, là, il y a l'embrouille qui s'est créée. À la base, il y avait 2 chemins de 2 êtres distincts. C'est ça. Et on est parti à la source de la victime, alors qu'il faut partir à la source de l'agresseur, qui lui a dû vivre des choses. Ça se trouve, il est flingué psychologiquement. Il lui est arrivé plein de trucs, et en fait, ça se trouve, il lui faut juste un gros traitement psychiatrique, un bon suivi, un accompagnement, parce que là, je pense qu'il a beaucoup de TOC, trucs obsessionnels qui en viennent maladifs. Et c'est ça, cette source-là, en fait. Je suis totalement d'accord.
je sais pas ce que ses parents lui ont fait, ou alors c'est des traumas transgénérationnels qui datent d'avant, ou, ou que sais-je, tu vois, mais... Non, mais c'est clairement quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, là. Hein. Mais j'avais une question. Au début de ton histoire, tu nous as dit que les gens te disaient de ne pas se mettre avec lui parce qu'il avait des mauvais comportements, etc. Est-ce que toi, quand tu t'es mis avec lui, tu l'as vu? Ou est-ce que tu as été aveuglée par rapport à ce qu'il te disait, par rapport à ce qu'il te faisait imaginer, etc. Non, au début, je ne l'ai pas vu parce que vraiment, en fait, on s'est rencontrés à un anniversaire. J'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans Ok. et je ne voyais pas tout ça. Et tu sais, comme ça peut aller vite, les on-dit, je me suis dit, bon, c'est des on-dit, on n'écoute pas les on-dit. En fait, je lui souhaite même pas de mal. Je veux juste qu'il se fasse soigner, ce monsieur, parce que vraiment, je pense qu'il a des gros problèmes et qu'à l'époque, il aurait dû se faire soigner. Et je pense qu'effectivement, dans sa vie, il y a des choses qui ont dû se passer et des traumas peut-être familiaux ou autres qu'il n'a pas traités et qu'il y a eu un gros attachement qui s'est peut-être fait vis-à-vis de moi. Ouais. Et il n'a pas supporté que, voilà, on ne sait pas. Là, le dernier message, c'était la semaine dernière. Il m'insulte, il me dit, j'ai trouvé où tu travailles. Je suis professionnelle de santé, en fait, et j'avais pas pensé que tout est affiché sur Internet. Donc, il connaît même mon lieu d'hôpital. C'est ça. Donc là, en fait, vu qu'il en prend, je me sens même plus en sécurité. Et je sais plus quoi faire. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un, en fait, qui l'arrête, et que ce soit la police ou quelqu'un qui lui dit stop, va te faire soigner, on fait comment? Là, c'est un message de détresse vraiment, parce que là, t'en peux plus. Je suis à bout, en fait. Et tu lui parles ou pas? Non, je réponds Je jamais. ne réponds jamais. Et est-ce que depuis le dernier message, je me permets de poser des questions, depuis le dernier message que tu sais que tu lui as dit stop, c'est fini entre nous, tout ça, est-ce que tu as de nouveau eu une conversation avec lui ou vraiment c'était la dernière fois? C'était la dernière fois. En fait, tout le monde me conseille de ne pas lui répondre. Tout le monde me dit oui, lui réponds pas, ça va le lancer dans sa paranoïa. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'ai craqué. C'est ce que j'ai dit. En fait, là, moi, je vais lui donner rendez-vous. Et en fait, qu'il fasse ce qu'il veut. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que moi, je sois en danger, ça pose pas de problème. Mais tu sais, il menace ma famille. Si mon père lui travaille, s'il est vraiment en France, en fait, je veux pas qu'à cause de moi, il y ait des choses qui se produisent. J'ai déjà des traumas qui sont déjà présents. Et je veux pas en rajouter. Et je me suis dit non, enfin, ça va s'arrêter là. Et je me suis dit, je vais discuter avec lui. Et si ça peut l'apaiser, de me taper, de me poignarder. Ça l'apaiser là. Je pense pas du tout que ça n'accepte pas ça. Est-ce que tu n'as pas, tu sais, dans ton entourage, je ne sais pas quelle relation tu as avec ton papa ou un ami un peu, homme qui peut être présent dans ta vie. Et effectivement, moi, c'est vrai que la première chose qui me vient en tête, c'est... Mettre un coup de pression. C'est va dégonfler ce truc, mais par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi. Tu vois, mais non, mais copine, hein, genre... Mais c'est là où c'est triste. Un homme, enfin, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, tu sais, va au pire pour dégonfler le truc, mais par contre, hors des questions qui te touchent, ça c'est clair et net, mais t'acceptes rien, aucune forme de violence ou quoi, mais genre, vraiment me dire... Est-ce que lui a pas besoin... En fait, je pense que ce gars est un bébé et qu'il a besoin d'attention. Tu vois, et qu'il a juste besoin de ton attention. Donc là, tu sais, c'est comme si c'était une forme de tiens ta tétine, qu'est-ce que tu veux maintenant en fait? Est-ce que c'est pas super triste du coup, tu vois? Et moi-même, c'est la première solution qui me vient à l'esprit, c'est il faut trouver un mec un peu baraqué pour lui mettre un coup de pression et tout machin. C'est la violence directement parce que je pense que c'est le mécanisme, c'est ce qu'on a envie de faire, tu vois. On a envie de dire, je vais lui casser sa gueule, à ce mec-là, il fait chier, tu vois. Mais est-ce que c'est pas ça qui enferme les femmes dans ces détresses-là? Parce que finalement, comme on nous donne pas, la justice française ne nous donne pas les moyens et personne ne nous donne les moyens. Ça, c'est un autre débat, et qu'il y a rien. Mais je sais que je remets pas du tout en question ce que tu dis. C'est tout fermé. À un moment donné, il faut bien que... Ouais, c'est ça, mais si on continue comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on doit continuer à trouver un homme dans notre entourage qui sera capable de machin. Non, et en fait, on continue... c'est la facilité. Mais bien sûr. Ça peut être dit, Dana, on y va et... Bien sûr, mais ça reste... On sait que ça part de là, tu vois. On sait que toutes ces choses-là partent de là. Toutes ces choses-là partent de là où en fait on a ce déséquilibre de force entre la femme et l'homme. Ce mec-là, il se permet de faire ça avec toi, pas avec un meilleur ami qui lui aurait fait la même chose, une rupture amicale ou quoi que ce soit, parce que t'es plus faible que lui physiquement, j'entends bien physiquement, tu vois, et que oui, si un mec qui nous met une patate, on tombe par terre, il n'y a rien de sorcier, tu vois, genre... C'est une réalité malheureusement pour la majorité des femmes vs la majorité des hommes. Et c'est là où normalement l'État est censé nous venir en aide sur ce... Ah mais ça c'est un autre débat. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je trouve ça super triste qu'aujourd'hui encore on doit se dire est-ce que je dois avoir un frère, je dois avoir un père. Et en fait c'est cette dépendance-là où on ne peut pas être des femmes autonomes. On est toujours dépendante de quelqu'un ou de quelque chose par cette différence-là. Et
c'est plus tenable, quoi. Donc, il faut vraiment que... à un La moment justice donné, ne fait pas son travail à un sur moment ce donné, point-là. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Parce Ça, qu'après, on va nous dire... pourquoi ne elle faites en est pas- là, c'est que C'est qu'à ça, un moment donné, ne ça faites pas bloque quelque justice, part, ne hein. faites pas justice vous-même, ne faites pas violence c'est ça. vous-même. Donc C'est ça peut que- retomber sur elle après, en Mais plus. justement, mais J'y ai carrément. pensé, C'est ça, j'y ai ouais. pensé, mais je me suis dit, c'est pour que j'ai un procès derrière, si ça tourne mal, etc. Un flemme. Mais en fait, puisque c'est toi la victime, et si tu fais quelque chose, ça va être lui la victime, En fait, tu c'est vois. ça. Et c'est que ça le de- problème. De tous les côtés, je suis bloquée. Si j'envoie un message pour insulter, derrière lui, il se fait passer pour la victime alors qu'il m'envoie des tonnes. J'ai montré à la policière, je lui ai dit, mais écoutez les messages. Enfin, si j'en lis un seul ici, mais c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Je pensais même pas qu'on pouvait m'insulter comme ça. Je veux dire, il laisse des commentaires sous mes publications. J'ai pas supprimé le dernier. Il a dit, bon, ma mère est décédée à l'accouchement. Il a dit, c'est une honte pour toi d'avoir tué ta mère. C'était pas mon accouchement à moi. Mais voilà, il y a une histoire derrière et c'était pour me sauver la vie. Il devait y avoir un ton cordon. Et c'est un des derniers commentaires qui apparaît sous ma dernière vidéo. Mais comment on peut être fou à ce point-là pour Enfin, dire des ça veut choses dire comme ça? qu'il y va vraiment parce qu'il sait que c'est des sujets à l'époque qui m'auraient mis plus bas de terre. Et là, Oui, il sait où toucher, en c'est fait, ça. pour te mettre mal. Et, C'est que là, il veut vraiment, il l'a dit, tu vas te suicider. Il l'a dit, tu vas y aller. Tu iras au fond du trou. Mais faut le faire interner, ce monsieur-là. t'es pas toute seule. Parce que même si c'est pas palpable, les gens sur les réseaux, ils vont être là, les gens sur les réseaux, ils vont te soutenir. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça fait un petit peu peur. Tu vois que cette histoire-là, elle reste pas qu'entre vous, qu'entre toi et ta famille, qu'entre ce cercle-là très intime finalement, où il se croit tout permis. C'est lui le grand méchant de l'histoire, c'est lui machin et tout. Mais si on ouvre ça au monde, ce mec-là, c'est rien. Ce mec-là, c'est une poussière dans notre humanité, tu vois. Et qu'il se rende compte que lui, il ne peut pas avoir la force de terminer ta vie parce qu'autour, il y aura beaucoup plus, 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus de personnes qui vont se soutenir, tu vois. Et si là, tu avais un message à lui faire passer, qu'il voit ça, t'aimerais lui dire quoi? J'aimerais lui dire que je suis désolée s'il pense que je lui ai fait du mal. Moi, j'ai rien à me reprocher dans notre relation, hormis les choses pour lesquelles je me suis déjà excusée. On était des gamins et je pense que pour tout ce dont-là tu te plains, j'en suis pas à l'origine et tu devrais te faire vraiment soigner. Prends-toi en charge. Tu mérites d'avoir une belle vie, mais pas avec moi en tout cas. Et laisse-moi tranquille. Sincèrement, je te veux pas de mal. On oublie, t'arrêtes et fais ta vie. Et si j'ai un message à faire passer aux femmes et auquel je pense depuis le début, c'est que depuis le début, j'en parle. Même si je prends le risque qu'ils viennent et qu'il se passe un truc, j'en parle parce que c'est hors de question. C'est hors de question qu'il me bouffe ma vie. C'est hors de question que sur les réseaux, ça soit lui qui prenne le dessus. C'est hors de question que je me cache. C'est moi qui décide où je dois être, ce que je fais et où je suis quand je veux, là où je dois aller. T'as quand même cet esprit de battante, hein. On le ressent. Non, mais c'est bien, c'est beau. C'est beau. Merci beaucoup déjà d'avoir pu dire un peu tout ce que tu avais sur le cœur. J'espère que tu as pu dire ce que tu voulais dire. Ouais. Et tu disais un truc intéressant tout à l'heure aussi par rapport à la famille, où je sais que parfois c'est compliqué quand on vit ce genre de conflit, que la famille puisse comprendre ce qui nous arrive. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu faire un petit écho avec toi, Afshan, du coup, où des fois c'est notre propre famille qui nous enferme un petit peu dans ce qui nous arrive. La plupart de nos agresseurs, ou en tout cas de nos bourreaux, parfois, ils peuvent être dans nos proches. Et du coup, est-ce que t'en parlais, je t'ai vu t'en parler dans une petite story il n'y a pas longtemps, où je te disais, parfois c'est un TikTok, je crois que c'est sur TikTok, où je te disais, on t'accusait de diaboliser un peu tes parents, ta famille, etc. Mais de par ton histoire, c'est normal dans un sens que tu reproches certaines choses qui se sont passées parce que tu aurais aimé que ça se passe autrement et qu'on n'a pas tous des familles roses. Et je sais que moi aussi, on m'a pu me sortir quelquefois quand j'ai eu des problèmes avec mes parents, en mode non, mais quoi qu'il arrive, c'est ton père, quoi qu'il arrive, machin, il faut que tu l'aimes, quoi qu'il arrive, comme si c'était inné et qu'on ne pouvait pas aller contre nos parents. Mais est-ce que parfois, on est un peu obligé pour son bien-être finalement d'aller contre sa famille, même si ça reste nos familles et qu'on les aime au fond de nous, hein, et ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes de dire là, nos parents, là, mes parents, ils ont merdé. En fait, l'idée, c'est pas d'aller contre eux. Beaucoup m'ont énormément taclé sur ça en disant tu vas contre tes parents. En fait, l'idée, c'est vraiment pas ça. Vous êtes sur le mauvais terrain. C'est un faux débat. C'est de parler. On parle pour avancer. Et à partir du moment où de toute façon la famille, on a grandi avec cet esprit où c'est sacré, faut pas y toucher. Et malheureusement, en fait, quand tu grandis avec cette image-là,
eh ben, tu te tais sur certaines choses que tu vis à l'intérieur en disant bah, j'ai grandi avec une société qui nous dit constamment famille pas touchée, famille pas touchée, famille sacrée, famille sacrée. Et en fait, du coup, bah, tu t'enfermes dans un truc. Et du moment où tu fais partie de ces premières personnes où tu dis non, il faut que je parle. Là, excusez-moi, mais j'étouffe là en fait. Il faut que je parle, sinon je vais mourir. Et en fait, j'ai dit non, tais-toi. Tais-toi et arrête. Et en fait, c'est là où eux, ils détournent ton message en disant tu vas contre eux. Non, je vais pas contre eux, j'ai juste besoin de respirer parce que je suis toute seule. Et c'est vrai que moi, bon, bah, avec ma culture pakistanaise, c'est encore plus ancré le respect des parents, la position, la place des parents. C'est vraiment très, très, très. Enfin, ouais, on est vraiment Sacralisé, sur un piédestal, ouais, vraiment sacralisé. Et j'ai aussi grandi avec ça et je l'ai toujours en moi. C'est pas quelque chose qu'on arrête. De toute façon, on n'a pas envie de rabaisser nos parents, c'est pas ce qu'on recherche de base. Hein. Ce qu'on recherche, c'est de respirer et de se dire est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Parce que là, changer des mécanismes. Voilà, parce que du coup, c'est à qui il faut se plaindre en fait. C'est vrai que c'est pour ça que je te posais souvent la question sur ton papa. Enfin, je te pose plus cette question-là parce qu'en fait, instinctivement, on se dit première sécurité, parents. Tu vois, tout de suite, tu te dis ça. T'as un pépin dans ta vie, papa. T'as un pépin dans ta vie, maman. C'est tout de suite, c'est les parents d'abord parce que, bah, je sais pas, c'est viscéral. Tu parlais de ta maman en disant c'est ma maman qui m'a lancé l'alerte par rapport à ton ex et tout. Mais c'est comme ça, c'est humain. On a besoin de nos parents en fait. Et le problème, c'est que ça reste des humains qui font des erreurs, qui ont leur tradition, leur culture, leur mentalité. Et eux aussi ont connu le choc des cultures en quittant leur pays lointain pour venir ici s'installer, mais en faisant le choix de ne pas s'intégrer et en prenant que ce qui les arrange du pays, sauf qu'ils ont oublié qu'ils avaient fait naître des enfants ici. Donc du coup, ces enfants qui vont grandir dans une culture plutôt 100%, voire 90% d'ici et un petit peu de leurs origines. Donc il y a forcément à un moment donné un choc qui va se créer et eux, ils n'étaient pas conscients de ça. Donc pour en revenir à ce que tu disais, oui, moi, on m'a beaucoup taclé sur le fait que je les dénigre, je vais contre eux, que je mérite l'enfer pour ça, que je mérite d'être enfermée pour ça, et qu'on comprend pourquoi ils t'ont marié de force, parce que de toute façon, tu valais rien et que t'étais une grande gueule et tout ça. Et en fait, tu dis ok, bon, non, moi je suis pour la paix, moi je veux tacler personne, je veux insulter personne, détendez-vous. C'est vraiment pour dire, ouais, on a la famille... Enfin, on choisit pas notre famille. Voilà, on la choisit pas. Et ça veut pas dire qu'il faut se taire. Et moi, je sais, mon grand frère a subi des violences. Jusqu'à maintenant, il est incapable d'en parler. Parce que c'est papa, faut rien dire. Parce que, mais à l'heure actuelle, il vit avec des traumas. Et moi, ça me fait flipper. Il a 2 gamins. C'est ça, donc, et après, est-ce qu'il y aura l'héritage? Ouais, moi, ça me fait peur quand même, tu vois. Donc, je le vois de temps en temps. Enfin, j'ai plus trop de contact avec. Mais quand il y en avait un petit peu avant... Je le voyais un petit peu se comporter avec son fils ou sa fille. Je peux rien dire parce que c'est sa vie, c'est son enfant. Toi, tu veux rien. Mais tu vois, tu es témoin de certaines scènes et tu te dis punaise, tu vois. Là, c'est chaud, là c'est chaud. Et c'est ce genre de personnes qui ont des traumas et qui finissent harceleurs, pervers narcissiques. Et tu vois où on en est. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a empêchés juste de parler. On n'a pas soigné nos traumas et en fait, ils restent en nous. Et à un moment, personne n'est avec une mauvaise graine. Hein. Personne. On est tous avec de l'amour. Il y a eu des études comme ça, apparemment de psychologie transgénérationnelle, où vraiment ils sont en train de faire, le cerveau est totalement méconnu, on a encore plein de découvertes à faire, mais ils sont en train de se rendre compte qu'on peut se léguer, au-delà des gènes vraiment physiques, etc., on peut se léguer aussi des traumas, notamment là on est en train de voir en fait tous ces... C'est pas si loin les guerres là, qui sont passées en Europe, tous les traumas qui ont été légués en fait de cette génération de grands-parents, et qui en fait, ça ne disparaît pas comme ça. C'est pas juste parce que nous, on est dans un... Tu vois, tu parles d'une nouvelle culture, un nouveau pays. Les personnes qui sont nées après-guerre, un nouveau climat, c'est les 30 glorieuses, etc. C'est pas parce qu'on est d'un coup dans un nouvel environnement que tout ce qui s'est passé avant, on l'oublie. Parce qu'il y a de l'inné, donc c'est-à-dire qu'on va quand même transmettre un peu ce trauma-là de façon innée. Et en plus, après, tout ce que, comme tu dis, tout l'acquis, où j'ai vu les schémas comme ça, j'ai vu mes parents se comporter comme ça avec moi en tant qu'enfant, donc moi en tant que parent, je réitère la même chose. Et en fait, s'il n'y a pas des personnes comme toi qui un jour viennent et qui ont le courage de briser la chaîne, on continue, on répète et on ne s'arrête jamais. Quoi. C'est exactement ça. Comme je disais, en fait, personne n'est avec vraiment une mauvaise graine. C'est la société qui rend l'homme, l'humain mauvais ou pas. Moi, on m'a dit, si tu parles, tu fais honte à tes parents. Non, les gars, en fait,
on s'en fiche d'eux là, c'est moi qui suis en train de souffrir. Ou toi par exemple, tu avais peut-être peur de te dire si je parle de mon ex à ma mère, bah, je vais lui foutre la honte. Exactement, ou je ouais, sais pas, c'est tu ça. vois, ou si toi tu te dis je commence à. Enfin, tu vois, on est tout le temps là en train de se dire si je parle, il se passe ça. Si je parle, ouais, on s'en fout là, si tu parles, c'est bien en fait, c'est important, il faut parler. Et sauf qu'en fait, tu vois, on est dans une ère où. C'est vrai, on libère la parole, on en parlait tout à l'heure, là sur Twitter et tout, enfin ça y est, les femmes elles commencent à parler, on prend nos vidéos, nos téléphones, on parle, on ose, mais il y a encore ce rejet de la parole de la femme, c'est quand même incroyable, il y a encore ce truc de, ah ouais mais t'avais porté quoi, ah ouais mais est-ce que t'étais une bonne fille, ah ouais mais est-ce que t'as bien travaillé à l'école pour en tenir comme ça, ah ouais mais pourquoi t'es sortie avec un gars à 17 ans, ah ouais mais qui te dit pas, enfin, tu vois, tout le temps on est dans... Oh non, là j'ai besoin de parler et on n'a pas tous les moyens d'aller payer des psychologues, hein, ça coûte 80 balles la séance, il faut y aller, il faut des années de thérapie pour ça. Et moi je parle beaucoup des parents et je reviens dessus. Pour moi, hein, de base, le rôle d'un parent dans la vie d'un enfant, il est excellent. C'est pour ça que j'adore ta maman. Parce que vraiment, en fait, la présence d'un papa dans la vie d'une fille. Vous savez que moi, j'ai toute ma vie été en manque de mon papa, et encore aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a coûté très cher dans mes relations hommes, tu vois, dans le schéma masculin qu'on reproduit. Malheureusement, notre premier héros, c'est notre papa. C'est ça. C'est notre premier héros. Et je me permets pas trop de te poser des questions de ta relation avec ton papa, mais souvent quand on tombe dans des relations avec des hommes pervers narcissiques, manipulateurs, agresseurs, violents, il y a le manque du mais il y père. a un manque quelque part et en fait on accepte certaines choses parce que avant moi d'avoir été mariée, moi j'ai accepté d'être mariée parce que mon père voulait que je me marie. Pour lui j'ai dit oui parce que je voulais lui le rendre fier, mais parce que je cherchais son amour à lui. Nous on a une culture où nos pères, ils sont très pudiques avec nos filles, alors avec leurs filles. Il y en a beaucoup et je les adore pour ça et je les remercie. Mais on a une culture où on est très pudique, on ne prend pas trop nos filles dans les bras, on leur dit pas trop que c'est nos princesses, qu'on les aime, que tout ça. Mais humainement, une femme a besoin de ça comme un homme a besoin de ça. Peut-être que toi, tu vois, quelque part, il était en manque de ce schéma maternel dont tu as parlé tout à l'heure. Et en fait, il l'a retrouvé chez toi parce que dans un moment de sa vie, tu lui as accordé ce manque peut-être de sa maman ou j'en sais rien. Et en fait, il s'est focalisé sur toi parce que tu représentais quelque chose. Et c'est aussi ça que nous, les filles, malheureusement, ou les hommes, quand on est en manque de ce statut de maman ou de papa, en fait, on va le chercher ailleurs. Et je pense qu'un des gros combats aussi, c'est de remettre en valeur le rôle du papa, où il n'y a pas que la maman qui doit être là. Le père, il doit aussi être là, mais pas juste en termes argent, pas juste en termes punition, pas juste avec ce mauvais rôle un peu gardien de prison, mais ce rôle d'affection, en fait, comme tu disais, on a besoin d'un père qui nous dit je t'aime, d'un père qui nous dit je suis fière de toi, d'un père qui nous dit tu mérites un homme qui soit aussi gentil que moi je le suis avec toi. De toute façon, on pourra en parler juste après en deuxième partie de la vidéo. Du coup, on va parler après de nos cultures, parce qu'on a toutes des cultures différentes autour, ça va être intéressant. Autour de la table, et on va pouvoir parler un peu, c'est là où tu vois en fait que ça j'ai pas le ça nom, se mais rejoint voilà, en fait, ça se colle, bien sûr. Ça se cogne, même je dirais parfois, ça se heurte. Notre façon assez francisée, hein, si on reprend les termes, de voir le rôle de la femme, les droits de la femme, etc., c'est des mouvements qui viennent à la base d'Angleterre, d'Europe. Et nous, on a des cultures différentes. Est-ce que c'est facile d'être à la fois en accord avec nos cultures et à la fois essayer de libérer la parole de la femme tout en ne reniant pas, en fait, ce qu'on peut, on peut être en accord avec notre culture, en n'étant pas d'accord avec ce petit bout-là qui n'est pas en accord avec ta vie pour que toi tu sois dans un bien-être, ou qui n'est pas à tes yeux bienveillant pour les autres, mais tout autant aimer, respecter nos pays, respecter nos ancêtres et de là où on vient. En tant que femme, c'était parfois, moi en tout cas je sais, c'était parfois difficile d'être une femme. Mon père est juif marocain. C'était parfois compliqué de grandir dans cette famille juive marocaine parce que des fois il y a ces injonctions, encore une fois, je parlais de tabou tout à l'heure, on ne peut pas parler à son père, on peut pas, s'il se passe des choses. Moi, il y a eu moi, j'ai été agressée sexuellement par mon cousin dans cette famille-là du côté juif marocain. Et quand on commence à parler, c'est tout de suite des tabous. Tu vois, on ne parle pas de tout ça, de toute façon, c'est arrivé aussi à ta tante et c'est aussi arrivé à machin, et c'est à machin. Personne n'en parle pas. Et toi, tu vois, quand t'en parles, c'est un peu... tu viens foutre la merde là où il faut pas. Ça. Sauf que t'es une femme, la ramène pas trop. Ouais, c'est ça.
Et j'ai l'impression que c'est un peu ça dans beaucoup de cultures orientales en tout cas. Énormément. Aussi le Maghreb, les musulmans maghrébins c'est un peu pareil, l'Asie du Sud c'est un peu pareil, l'Afrique subsaharienne c'est un peu pareil. Et donc vous, comment vous le vivez? Est-ce que vous arrivez, ne serait-ce qu'à poser le mot féminisme sur ça? Je sais que ce mot-là peut déranger parfois. Comment vous arrivez du coup à mener vos combats en tant que femme tout en alliant cette culture qu'on ne veut pas renier, mais qu'on veut quand même remettre en question à certains moments en fait? C'est compliqué. Hein. Ouais. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, des fois, moi personnellement, je sais que j'aimerais dire des choses, j'aimerais faire des signes d'SOS, mais dû à ma culture et mes origines, je n'ose pas. Pourquoi? Parce que les gens ont tout de suite tendance à juger parce que tu es de telle origine, t'as pas le droit de faire ça, parce que c'est dans ta culture. Mais tu peux être différente. C'est pas parce que, par exemple, tes parents ont suivi telle tradition ou des membres de ta famille suivent telle tradition que tu le fais pas, que tu es une mauvaise personne. Et du coup, en fait, je pense que des fois, ça empêche En fait, tu t'empêches d'être libre et de parler et de régler certains problèmes qui auraient pu être réglés si tu en aurais parlé, tu vois. Donc c'est compliqué quand tu es... T'es vite seule contre tous, hein. Ouais, c'est ça. T'es vite seule contre tous dans ces moments-là, tu vis un énorme moment de solitude. Hein. Je sais que dans ma propre famille, il y a eu en plus, comme tu disais, il y a eu des agressions sexuelles et j'en ai des frissons quand je t'en parle, mais voilà, quand la personne a osé en parler à une seule personne, parce que j'ai eu des échos, elle en a parlé à une certaine personne un peu plus grande, sans dire qui ou quoi, le rôle, tout ça. La personne lui a dit tais-toi. Et en fait, jusqu'à maintenant, elle vit avec ce trauma de cette personne-là. Et tu te dis, mais on est. Pourquoi en fait? Et en fait, dis-toi, ce qui est hyper désolant, c'est que pour les peu de personnes qui osent en parler et à qui on dit chut, imagine-toi le nombre de personnes dans ce cas-là qui n'en ont pas parlé du tout. Ouais, c'est ça, qui vivent avec ça à l'intérieur d'eux. Il y a une personne que je connais dans mon entourage, le mari de ma meilleure amie. Une de mes meilleures amies, il a mis tenez-vous prêt, hein, son grand-père en prison parce que attouchement sexuel de la part de son grand-père. Il a mis des années à vouloir en parler, des années. Et il a réussi à le mettre en prison parce qu'il a ouvert il a fait des études de droit justement par la suite pour se protéger. Et d'ailleurs, la personne dont je te parlais juste avant, pareil, elle a fait des études de droit pour ça. Parce que tu sais, après, je pense que certains psychologiquement rentrent dans un moule où ils disent c'est mon peux combat. pas parler, je vais aider les autres et ça va m'aider moi, tu vois. Ouais. Donc, non, pour répondre à ta question, pour pas trop divaguer non plus, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué de... Parce qu'en fait, on a le cul entre deux chaises, en fait, j'ai l'impression. Et je vais te couper, Mélissa, en France aussi, hein, nous, on est de nos cultures à nous. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas parler que parce que les agressions sexuelles, etc., dans les familles, ça existe partout, qu'on soit noir, bleu, ça toute origine confondue. Moi, je parle vraiment du fait de cette libération en fait de la parole, où je sais que moi, en tant que femme, en tout cas de ces origines-là, je suis très vite ramenée à ma condition de femme un peu ancestrale, tu vois, j'ai toujours grandi comme ça et du coup, je sais pas si j'aime ça parce que c'est moi ou parce que j'ai été éduquée comme ça. J'adore faire à manger, j'adore recevoir, j'adore machin, parce que j'ai été éduquée à t'es une petite fille, va donner le plateau aux hommes et va les servir et ils vont être contents et ils vont être machin et fais le service et lève-toi et tu vois, sois au service de ces hommes-là qui vont être heureux de par ta présence, de par cette docilité un petit peu, tu vois, de je suis là pour faire joli, pour être serviable, mais pas pour parler. Tu vois, si on peut parler aussi religion, je pense que c'est un peu pareil dans les trois religions principales, hein, où tout ce qui était être érudit, parler religion, avoir des débats avec les gens, c'était les hommes. Et nous, on était un peu mis de côté où, quand c'est séparé, les femmes, elles sont avec les gosses et les femmes, elles sont machin. Donc, est-ce que c'est pas plus difficile encore? Est-ce que c'est pas une double peine, finalement, quand tu es une femme, en plus d'origine étrangère, de se dire, OK, j'ai déjà mon combat en tant que femme, parce que déjà, d'être une femme, c'est compliqué. Et c'est là où on essaye de parler de féminisme, du coup, intersectionnel. Mais est-ce que le féminisme, aujourd'hui, en France, il est bon pour nous en tant que femmes pas blanches? Est-ce que l'autre côté, c'est pas bon non plus pour nous parce que nos cultures, des fois, elles nous brident trop? Donc, moi, je trouve qu'on est vraiment... C'est un métissage, j'ai l'impression, d'idéologie où tu as le cul entre deux chaises. Et comment vous arrivez, du coup, à... Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, à jongler entre ça. Oui. Moi, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que c'est exactement dans
dans cette ambiance que je baigne avec mon papa maintenant, là, ces derniers temps, dans le sens où moi, je suis tout le contraire de toi. J'ai jamais aimé servir, faire à manger, faire tout ça. Et je suis l'aînée de deux petits frères. Et très petite, on m'a mis dans cette condition de t'es la femme, tu dois savoir faire ça, tu dois savoir faire ça. Et je sais pas, peut-être le fait qu'on me dise tu dois et que j'ai un esprit de contradiction, et non, je dois pas savoir faire ça. Pourquoi? En fait, je cherche le pourquoi. Et depuis petite, je le cherche ce pourquoi. Et j'ai perdu ma mère assez jeune, à 15 ans, et ça m'a pas dérangée d'aider, c'est normal, je suis la plus vieille, et maintenant que tout le monde est adulte, je remets ce pourquoi, c'est à moi de faire des choses. On est tous adultes, c'est ça, vous savez faire les choses, pourquoi vous ne les faites pas? Et la première réponse qu'on me sort, nous on est des Africains, chez nous ça se passe comme ça. D'accord, mais pourquoi ça se passe comme ça chez nous? Qu'est-ce qui change de chez nous? Oui, mais c'est comme ça, nos parents nous ont élevés comme ça. Mais pourquoi va chercher du fond? C'est cette fierté, j'ai l'impression, entre générations. À un moment donné, moi, j'avais essayé de... J'étais en dîner chez ma grand-mère avec ma sœur. Et vous savez, c'est les grand-mères... Il y a plein de choses, on sait qu'il s'est passé plein de choses dans nos familles, il y a plein de tabous, on ne peut pas en parler. Et me parler de mon père, et pourquoi mon père il n'était pas bien, et pourquoi machin. On sait que nos grands-parents ont flingué nos parents, et nos arrière-grands-parents ont flingué nos grands-parents, etc. etc. Et j'ai voulu à un moment donné lui dire, écoute, tu me parles de ton fils, là, pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il est machin. Regarde l'éducation aussi qu'il y a eu, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes dans l'éducation, machin. Et tout de suite, ma sœur m'a arrêtée en mode, on n'est pas chez les Français ici. Ouais, cette phrase, elle m'a marquée. Pourquoi on a besoin de rendre ça ethnique? Pour moi, ça ne devrait pas l'être, en fait. C'est exactement où moi, je pense que j'apporterai ma touche. C'est que c'est tout mon combat et mon message sur les réseaux, dans les interviews, partout, je dis ça. Je suis française. Donc, à partir du moment où, certes, il y a des origines, en fait, je prends ce que je veux, en fait, de mes origines. Parce que c'est vous qui avez décidé qu'elles devaient m'impacter, mes origines. Mais moi, je suis fière d'avoir cette culture que nous avons et nos autres origines, mais je suis française. Et si chez les Blancs c'est comme ça, écoute, ça sera comme ça. Oui, ça c'est exact. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas des Blancs ils font des choses bien, des fois les Blancs, il y a des choses qui sont très bien chez nous, il y a des choses qui sont très bien aussi chez les autres. Le message, c'est de se dire, et moi c'est comme ça que j'arrive du haut de mes 32 ans aujourd'hui à avoir cette expérience en me disant, tout n'est pas bon partout, mais tout n'est pas mauvais partout non plus. C'est ça. Ouais. C'est tout. Il faut juste se dire, ça faut le prendre, ça faut pas le prendre. Et ça, pourquoi faut pas le prendre? On va aller traiter, je te disais tout à l'heure, la source. On va aller voir, tu disais pourquoi en Afrique c'est comme ça, et c'est des excellentes questions. C'est allons chercher derrière. Ça veut pas dire qu'on remet en question les 500 années arrière ou qui sont passées, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on peut juste en discuter pour que ça évolue? C'est ça. tout. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre le débat. Allez, peut-être que pendant 500 ans, aucune femme a osé ouvrir le débat, ou peut-être parce qu'on ne leur donnait pas de micro et qu'il n'y avait pas de téléphone et qu'elles n'avaient pas la parole. Aujourd'hui, c'est possible. Peut-on en discuter, s'il vous plaît? Pourquoi les femmes, c'était comme ça avant? Ok, ça l'était, pas de souci, elles se sont fait tabasser, elles ne pouvaient pas parler, il fallait qu'elles servent les plateaux. Ok, les gars, de toute façon, c'est fait maintenant. La moitié, elles sont dans leur tombe, là. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Maintenant, est-ce qu'on peut sauver les générations qui arrivent? Oui, c'est ça. En fait, le sujet, c'est vraiment de se dire, ouais, les Blancs, c'est pas comme ça. Ok, écoute, moi, je suis chez les Blancs. Je trouve qu'il y a une idéalisation. Je suis chez les Blancs. Tu vois, quand je parle des anciennes générations, il y a une idéalisation de non, mais les générations d'avant, c'était mieux. C'est ça. Non, mais nos grand-mères, j'ai un mec, il y a pas longtemps, hier, là, il m'envoie un message comme ça. Oui, ma grand-mère, elle vient de décéder, elle a vécu 65 années de mariage, super heureuse. Et c'est pas en menant des combats futiles comme les tiens qu'elle aurait pu être heureuse comme elle l'a été, etc. Voilà. Mais je trouve qu'il y a une idéalisation, un fantasme aussi qui s'est créé autour de la vie de nos mères, de nos grand-mères, comme quoi c'était super. Alors en fait, il y en a plein qui souffraient en silence, en fait. Et là, que ce soit blanc, pas blanc, etc., il y en a plein qui souffraient en silence. Mais et c'est juste que peut-être que les cultures orientales, elles ont un petit train de retard forcément parce que c'est arrivé un peu après, le temps que ça arrive. Et nous, on est en train d'ouvrir les portes maintenant, de dire, ok, mais nous, on veut plus ça, on veut plus comme nos mères. Bien sûr. Et il y a ce truc où on s'en prend plein la gueule par nos propres communautés parfois de... mais ça c'est tout le temps. Arrête de faire la française, arrête de machin. Les Pakistanais, ils se disent, tais-toi. Arrête de prendre pour une blanche. Tu parles plus.
Moi, ils me disent tous ça. Mais moi, la première on chose. fait honte en fait à nos communautés, alors que finalement, je trouve que. Alors que le pire, c'est que je parle moi en tant que française. Tu vois ce que je veux dire? Mais C'est ça au-delà qui de me ça, rend dingue. mais même si demain je veux me positionner, hein, moi je suis métisse donc c'est encore plus compliqué, je veux me positionner en tant que femme latina, maghrébine, de dire bah écoute, je veux faire évoluer ça, pour moi ça devrait être une fierté de dire nos cultures évoluent aussi. Les cultures sont vivantes, on n'est pas ancré à cet état ancestral qu'on idéalise, etc., etc. Est-ce que du coup on n'est pas aussi mis à part si on veut faire notre vie en tant que femme d'origine étrangère mais avec une mentalité moderne? On n'est pas un peu condamné à pas du coup se mettre avec quelqu'un de notre culture, on est obligé de se mettre avec quelqu'un d'autre, avec un Français. Est-ce que c'est compliqué pour vous aussi ça? Totalement. En fait, c'est compliqué parce moi, par exemple, je suis marocaine et je suis aussi française d'origine française, nationalité, et aussi d'origine marocaine et française. Et en fait, des fois, je ne sais pas quoi penser parce que par exemple, tu as du côté de mon père où c'est très religion, très culture, très fermé d'esprit. Je mélange pas les deux, mais eux, vraiment, ils sont fermés d'esprit. Eux particulièrement. Eux particulièrement ma famille. Et tu as le côté français, hyper libre, hyper ouvert d'esprit. Et en fait, du coup, je sais plus trop sur quel tableau jouer. Je sais plus de quelle partie je fais. Je fais partie, tu vois. Du coup, c'est compliqué. Et même, je trouve que justement, quand par exemple, moi, mon cas, je suis une femme maghrébine. En tant que femme maghrébine, ouvert d'esprit, puis-je dire, c'est très compliqué. On se reçoit des commentaires, mais ignobles. T'as pas honte, tu es arabe, tu montes ton corps sur les réseaux, t'as pas honte, t'es arabe, t'as telle opinion, alors que tu devrais soutenir notre communauté, mais non, mais en fait, maintenant, on est dans une génération où les cultures d'avant, c'est les cultures d'avant. Il y aura toujours des gens qui suivront les cultures d'avant. Mais tu peux pas évoluer dans cette génération, dans ce temps, avec les cultures d'avant. Il faut s'adapter aussi à la génération actuelle, et c'est très compliqué. Est-ce que vous trouvez que la France qui du coup parfois, surtout pour les immigrations maghrébines, les immigrations d'Afrique noire, etc., c'est des immigrations qui étaient un peu forcées, après tout ce passé colonial, etc., etc. Est-ce que vous trouvez que le féminisme français, il est assez inclusif pour vous, pour des femmes noires, des femmes musulmanes? Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver ou est-ce que parfois vous vous sentez un peu laissé de côté dans ces mouvements-là? Laissé de côté. Moi, par exemple, je sais que la femme maghrébine n'est pas assez bien représentée. Et des fois, on se sent mis de côté, on a l'impression que c'est toujours... En gros, elle n'est pas encore assez... Pour moi, maintenant, elle n'est pas encore assez libre d'esprit. Elle n'est pas libre de dire ce qu'elle veut par peur de se faire attaquer par derrière, tu vois. Et moi, je trouve... c'est compliqué. On n'est pas assez représentés, nous, par exemple. Mais attends, représentés, mais attaqués par qui? Par les gens de sa propre communauté ou des communautés extérieures aussi, bien évidemment. Mais si tu te fais attaquer par ta communauté, plus en plus la communauté des autres... T'as même plus envie de parler, t'as plus envie de... Par exemple, les femmes voilées, moi je sais que pour moi le voile c'est un gros sujet du féminisme et pour moi tu peux pas être féministe et ne pas être pour le voile tant que la personne est consciente et qu'elle a choisi de porter le voile, elle fait ce qu'elle veut. Il y a encore aujourd'hui pas mal de femmes qui se disent féministes et qui sont contre le voile parce que dans certains pays c'est obligatoire et un objet de soumission. C'est des débats aujourd'hui qui animent la France. Où j'ai l'impression que la tenue de la femme, elle est toujours au milieu de ça. T'es une femme voilée, tu peux pas te considérer féministe et dire à une femme voilée de retirer son voile. Tu vois, il y a un truc de c'est pas possible. En fait, on devrait s'en foutre complètement de nos origines. Mais malheureusement, les gens pour nous moi, demandent tout le temps. c'est la femme. C'est ça. Et en fait, si on commence chacun à dire est-ce que toi, en tant que Pakistanaise, t'es représentée? Est-ce que toi, en tant que Maghrébine, en tant que personne d'Afrique subsaharienne, en fait, on s'en fout. Dans tous les cas, on a un vagin, on est des femmes. Et est-ce qu'à un moment donné, tout le monde parle le même discours pour nous, en fait? Et ce qui est hyper triste, c'est que le premier ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Exactement. C'est ce qui fait qu'on n'avance pas. Je suis pas sûre. Hein. Ah si. Moi, je pense tu pas. verras par expérience que le premier ennemi de la femme, c'est la femme elle-même parce qu'il y a énormément de choses. Tu viens de le dire. Tu as dit, normalement, le féminisme, c'est de respecter le fait que la femme porte le voile aussi. Mais regarde, t'en as aussi qui ne le respectent pas et pourtant elles sont féministes. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas là. Mais il y a autant d'hommes qui vont être contre. Mais c'est pas genré, bien sûr. Le féminisme existe de toute façon contre les hommes. Donc de toute façon, nous on se bat contre les hommes. Non, tu peux pas dire ça comme ça. Du féminisme, pour moi, c'est pas un combat contre les hommes. Le fondement même du féminisme, c'est de se dire on est l'égal des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a bien un truc où on vient, tu sais, on a besoin d'un contre pour faire exister un fléau. Donc là aujourd'hui, le féminisme existe parce que en face, on a besoin
de se faire représenter contre quelque chose, face quelque chose. Je sais pas si tu Oui, vois. c'est plus un face Eh qu'un ben, un contre. face. Pour moi, un contre, c'est vraiment cette notion de dualité, de combat contre les hommes. Alors que moi, pour moi, justement, Mais je suis l'essence d'accord. même de ce Mais combat-là, il y c'est a bien un face. de faire comprendre Tu que vois. c'est pas du tout contre les hommes, tu vois. Bah, vu qu'il y a un face, et ben, ce que je te disais, c'est que finalement, je t'assure que les pires, c'est pas les hommes. C'est vraiment nous, entre nous, on se bouffe. Alors que si entre nous, on serait vraiment on serait droit dans nos baskets et qu'on serait, mais les gars, en fait, enfin les filles, du coup, on est toutes des femmes. Et fais ce que tu veux de ta vie et on se respecte toutes, voile, pas voile, mini, jupe, pas mini. Ouais, sur Mais ça, là, je suis tu verrais, en pas, face, on sur aura ça, je suis pas pas un truc d'accord. Parce que concret. pour moi, tu vois, tous les chiffres qu'on a vus là, c'est que encore aujourd'hui, partout dans le monde, même dans les pays occidentaux, c'est des hommes qui font les lois en majorité. Oui. Et Parce donc, qu'on leur donne la parole. toutes ces choses-là, tu vois, s'il n'y a pas de réforme faite pour qu'on prenne les plaintes, les mariages forcés, les agressions sont en majorité faites par des hommes, même quand c'est contre des hommes, les hommes agressés sexuellement, c'est par des hommes aussi en général. Mais je suis d'accord. Donc il y a cette chose-là quand même mais c'est pas, pour moi, c'est cette société patriarcale qui fait que. Et moi, je pense qu'on a fantasmé encore une fois ce stéréotype de les femmes sont mauvaises entre elles, etc., cette rivalité. Moi, je l'ai très très peu vécu, la rivalité féminine. Je trouve que justement, il y a une très grande sororité. Comme là, tu vois, on peut le voir, de se soutenir, d'apporter des témoignages. Moi, demain, je me fais agresser dans la rue. Je me sens plus en sécurité d'aller voir une femme, d'aller voir un homme. Parce que si je me fais agresser dans la rue, même si l'homme il sera plus fort et que si c'est un mec gentil, il va plus me défendre que la nana. Je sais pas si lui c'est potentiellement un mec chelou. Ouais, mais- Les flics c'est pareil. Moi comment tu veux te faire protéger par des flics quand c'est les mêmes flics qui te matent dans la rue et qui te klaxonnent en voiture de police. Tu vois, il y a un truc où c'est les mêmes flics Ouais, mais qui souvent, t'as des femmes flics dans la voiture. Souvent, t'en as qui sont à l'arrière et qui disent rien. Et c'est pour ça que je te dis mais ça. c'est pas de leur C'est pour faute ça quand que je te même. dis- Mais d'accord, c'est pas de leur faute. Mais ce que je veux te dire quand je te dis que le pire ennemi de la femme, c'est la femme elle-même, c'est parce que justement, il y en a, elles ferment leur bouche quand t'en as d'autres qui sont victimes d'eux, quand t'en as d'autres qui sont victimes de certaines choses, il y en a, elles se mouillent pas. Alors que c'est ce que je te Ouais, dis. parce que c'est hyper On compliqué. devrait toutes avoir Bien sûr. le même discours, la même défense. Sauf que Bien sûr. on ne l'a pas. Regarde, moi, je suis sur les réseaux et je défends la position de la femme contre les mariages forcés, tout ça. Et ben celles qui m'attaquent et celles qui m'ont attaqué il y a 2 ans quand j'ai débarqué, c'était des femmes. Tais-toi, dis rien. Et moi, j'ai surtout compris la ce que tu communauté voulais dire. pakistanaise. Ouais. Ce que je veux juste te dire, et c'était juste pour répondre à Nissa quand tu disais en tant que telle et telle origine, est-ce que vous vous sentez représenté par le féminisme En fait, moi j'ai envie de dire, mais en fait on s'en fiche des origines, je t'assure. Moi je me vois pas en tant que féministe pakistanaise. Je me Mais vois après, en fait, moi je trouve ça. femme et française et je veux juste parler pour mes droits et mes devoirs. Quoi. Non, mais ce serait génial que dans un monde comme ça, on y arrive. Mais en fait, on est tellement vite rapporté à nos origines. Genre, je sais que, par exemple, il a pu te dire quand tu parlais tout à l'heure de ton témoignage, tu vois, il est revenu très vite à tes origines. Il est revenu très vite. Est-ce qu'il n'y a pas une fétichisation de la femme noire qui existe aussi, où tout de suite il y a ce fantasme sexuel de la sauvage, de la machin, de l'exotisme. La femme latina, c'est pareil. Tu vas sur les sites porno, c'est directement catégorisé sur femme latina, femme asiatique, Ouais, ça, c'est vrai, femme ouais. machin, femme voilée. Il n'y a pas ce fantasme, autant de fantasmes sur l'ethnie des hommes, sur ce tabou-là. Ah oui, mais tu vois. ça, C'est pour oui, ça, pour mais moi, ça- c'est important de parler quand même de. Et Parce c'est que là oui. où le féminisme doit parler à toutes les cultures, parce qu'on ne peut pas se voiler la face sur le fait qu'une femme noire, une femme maghrébine, une femme latina va être beaucoup plus victime de sexisme qu'une femme blanche. Ça, on peut pas se l'enlever. Ce sera beaucoup plus dur. Déjà que c'est dur d'être une femme, ce sera beaucoup plus dur quand tu es une femme d'origine étrangère. Et comme ce sera plus dur pour un homme d'origine étrangère qu'un homme blanc, là, il y a ce combo gagnant d'immigration plus de je suis une femme qui fait que je me prends tant plein la gueule par les fachos. Ah, bah ça, c'est clair que ça en rajoute. Hein. Parce que moi, mes haters, c'est quoi? C'est soit les mecs qui ont drapeau de la France et fleur de lys, qui vont aller voter Marine Le Pen et Zemmour, qui sont hyper fachos, la France aux Français, mais ils vont se rallier aux mêmes avis. Et c'est là qu'on voit que les extrêmes, finalement, se serrent la main très vite et que les idéologies des gens sont un cercle. Avec des mecs qui sont communautaristes, dans un truc trop les maghrébins que entre eux, que machin et tout, et qui vont sortir les mêmes phrases. Je suis d'accord. C'est- Les ouais, non, mêmes c'est phrases vrai, mot c'est à mot. c'est clair. Les mêmes trucs à vomir, les mêmes, tu vois, j'avais pu en parler où j'avais fait une vidéo juste sketch humoristique, hein, c'est pas du tout mon copain, rien du tout, et même quoi qu'il, à la rigueur, avec un homme noir, je me suis pris une vague de commentaires racistes. Ouais, c'est horrible. Beurre ta crêle, tu te fais baiser par des noirs, t'as pas honte, pourquoi les arabes elles aiment sucer les blacks, espèce de fétichistes et machin. On travaille ensemble.
on rigole ensemble, on tourne Mais des vidéos même, ensemble. Mais Je me fais pas même. baiser par un noir. Et même si je me faisais C'est baiser ça. par un noir, à qui ça En regarde fait, par mon c'est cul, ça. tu vois. c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes qui disent les mêmes choses. Mais bien sûr. C'est Et toujours c'est les tant mêmes. les fachos que les mecs communautaristes. Et donc, Voilà. tu vois, c'est cette double peine-là dont j'ai envie de parler. Ils Mais c'est n'acceptent ce que- pas les cultures mélangées. Mais tout c'est ce que je simplement. voulais dire, c'est qu'au final, moi, je me sens pas sous-représentée par le féminisme français. Mais moi, quand je pense que je rejoins plutôt Afsane, c'est que pour moi, je suis une femme et j'ai envie de me battre pour mes droits dans la société et peu importe où je me trouve. Et ça va être mes sœurs qui vont dire, mais en fait, en tant que noire, comment ça se fait que tu te bats pour l'égalité homme-femme? Tu dois être une femme soumise. Et en parlant comme ça, tu ne trouveras jamais d'homme noir. Tu vois, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de tu ne trouveras jamais d'homme noir? Alors que c'est faux, il y en a plein qui sont Enfin, bien éduqués, c'est ça. qui sont OK là-dessus. Enfin, ça veut dire quoi? Je peux pas trouver un homme qui est bien éduqué, qui prend pas sa femme pour une esclave, parce que en fait c'est ça. Ça veut dire quoi trouver un homme noir? En fait, je parle juste que les choses changent. On n'a plus envie d'être au service. Si c'est ton rêve de faire ça, enfin. Oui, c'est ça. Après, s'il y a des femmes, il y a des femmes qui adorent ça, et Mais c'est OK. c'est ça, hein. tu vois. Et au final, c'est vrai que, à part, comme tu disais, certaines qui vont pas forcément, qui sont contradictoires, qui vont dire que elles sont féministes mais qui sont pas d'accord pour le voile. Moi, je pense que si on est d'accord pour que chacun fasse ce qu'il veut dans sa vie, et tout va bien. Et moi, j'ai envie qu'on soit tous d'accord pour qu'on soit tous libres en tant que femmes, on puisse faire des choses, mais on est toujours ramené à ma culture. Et pourtant, j'adore ma culture. J'adore ma culture, je suis congolaise et oui, je suis fière de l'être, mais il y a des choses que j'aimerais changer. Et c'est tout simplement ça que j'aimerais expliquer. C'est tout simplement ça pour laquelle je te rejoins et je te disais, j'adore ce que tu fais parce que, en fait, on est des femmes et on a le droit de parler, on a le droit d'exister. Il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait ce genre de possibilités, en fait, pour qu'on puisse avoir la parole. Et il y a plein d'autres sujets. Moi, comme je vous t'ai dit, je travaille avec les femmes et il y a plein d'autres sujets qui se regroupent et qui font que c'est important qu'il y ait du féminisme parce que ça touche autrement que la condition de la femme dans le mariage, que les violences sexuelles, ça touche la contraception, ça touche plein de choses. Et en fait, non, tu as tout le monde qui est là en mode ouais, taisez-vous. Et on te ramène effectivement à ta condition de t'es noir, reste là. Voilà, c'est ça, en T'es fait, c'est arabe, très communautaire, en reste fait. là. T'es chilienne, machin. Bon, toi, on sait pas où te placer, mais reste là où t'es. Moi, je suis un hybride, moi, je suis Non, mais c'est en mode choisis ton camp, mais viens pas parler. Mais non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. En fait, ça rejoint tous les points qu'on a pu élaborer aujourd'hui, enfin qu'on a pu expliquer aujourd'hui. C'est que c'est très communautaire du sens où, parce que ta grand-mère a fait ça, parce que tes ancêtres ont fait ça, il faut suivre les traditions, mais tu ne peux pas suivre les traditions. Enfin, tu peux les suivre, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et sous prétexte que, par exemple, mon arrière-grand-mère, c'était une femme qui restait à la maison, qui faisait à manger, qui faisait la vaisselle, qui n'avait pas le droit de dire ce qu'elle pensait, qui n'avait pas le droit de sortir, moi, je suis obligée de le faire. Moi, je suis obligée d'être comme elle. Non, on est libre de chacun de choisir ce qu'il veut faire. On est libre de dire ce qu'on veut. Et je ne comprends pas comment il y a des personnes qui peuvent nous empêcher de parler ou de dire ce qu'on pense. Avoir la peur du regard des autres ou avoir la peur de décevoir de ces gens-là alors qu'on s'en fout en réalité, tu vois. Et je trouve ça, c'est juste hallucinant. Et ça revient toujours au même point. Tu vois, regarde, nous, on est 4 personnes ici assises, on est toutes en paix parce qu'on sait qui on est. On sait pourquoi on veut ça. Toi, tu me dis chilienne, marocaine française, française, et française, du coup. Tu as un mélange de dingue, mais tu es en paix avec toi. Tu sais que demain, tu as envie d'être avec un noir, d'être avec un noir. Pour le coup, je suis tellement une enfant du monde, j'ai aucun critère de. Je peux pas avoir la prétention, le culot de dire ah non. En fait, on est constamment. Je trouve qu'en fait, nos cultures, au lieu qu'elles soient prises pour de la beauté, elles sont prises pour nous rabaisser. Alors qu'en fait, du coup, moi, quand j'ai débarqué sur les réseaux, vraiment, j'étais débarquée. J'ai dénoncé les mariages forcés, mon pays, tout ça, mais j'ai aussi parlé des belles choses. Personne ne voit ça. Personne ne voit que je parle de la bouffe, que je fais des trucs de cuisine, les tenues, la danse, les chants. Personne ne voit ça. Ces choses magnifiques. Par contre, là, tu as dit ça, donc ça veut dire que tu dénigres la culture. Non, mais attends, allô, on peut parler de deux secondes. Ils prennent ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Et ils salissent la culture
En fait, c'est eux-mêmes qui la salissent. Alors que toi, tu as envie de la Ce que faire j'allais dire, évoluer. ouais. Et eux, ils arrivent et ils te l'écrasent. Je pense que du coup, la conclusion, je pense que c'est ça. C'est vraiment réussir. Et je pense qu'il faut réussir à en faire une force. Et je pense que c'est même pas réussir, parce que c'en est une, quoi qu'il arrive. C'est accepter le fait que ce soit une force, de piquer un peu toutes les bonnes choses de nos cultures, de, comme tu dis, nos gastronomies, nos musiques, nos danses, toute cette richesse-là incroyable qu'on a dans tous nos continents différents. Et le mixer avec ces petites choses bien qu'on a dans notre pays d'accueil, finalement, et faire toujours mieux. Je pense qu'on peut que faire mieux, que avoir une meilleure ouverture d'esprit. Et même si c'est pas facile d'être celle qui enfonce les portes, comme tu as pu l'être, comme j'ai pu l'être, au moins on les enfonce pour des femmes futures, pour nos filles, pour nos garçons. La future génération. Et c'est déjà pas mal. C'est pas Voilà, mal. je sais pas si Il vous en faut avez, bien, des comme nous. Hein. C'est pas facile. Il en faut plus. Il en faut plus. Il en faut plus. Ça viendra. Je vous mettrai en bio, en description, tous les numéros nécessaires, les associations dans lesquelles on peut parler aussi. Si vous êtes victime, si vous avez des témoignages qui vous ont fait écho, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à ouvrir les portes et casser les tabous. C'est comme ça qu'on va y arriver. Soyez fortes. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.